Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Sur Sud Radio, en ce jeudi 21 mai 2026, deuxième heure de la France aux États, le face-à-face, et je reçois Maître Pierre Gentillet, avocat, spécialiste de questions institutionnelles. Gentillet, si je puis me permettre, il y a deux L. Gentillet. Gentillet, j'ai dit Gentillet. Je crois. Eh ben, je m'excuse. Pierre Gentillet, en plus je sais bien que vous êtes Gentillet, donc je connaissais votre patronyme, la prononciation par cœur. Je disais avocat spécialiste de questions constitutionnelles et institutionnelles et politiques par la même occasion. Nous allons parler de cette grande institution républicaine qui est le Conseil constitutionnel, institué par la Constitution du 23 octobre 1958 sur la volonté du général de Gaulle. On appelle ça une Cour suprême, elle existe dans d'autres démocraties avec d'autres noms, tribunal constitutionnel en Espagne, Cour suprême aux États-Unis. Il y a des pays où ça n'existe pas. En France, nous nous en sommes dotés. En Suisse, par exemple. Et en Suisse, puisque le général de Gaulle, lorsqu'il a fait cette constitution, voulait qu'il y ait une institution qui arbitrera les lois françaises pour savoir si elles étaient bien conformes à l'esprit de la Constitution. Démarche légitime d'un chef d'État. Tout ça a été approuvé par un référendum. Cette Constitution a été validée avec le Conseil qui l'a régi. Mais le Conseil constitutionnel a élargi ses pouvoirs. Il a évolué. Il s'est octroyé, toujours avec l'accord du Parlement et de l'exécutif, des prérogatives et des leviers qu'il n'avait pas au début. Et nous arrivons aujourd'hui à une situation, Maître Pierre Gentillet, où certaines voix commence à s'étonner, voire s'inquiéter, voire protester contre des dispositions du Conseil constitutionnel qui ne sont pas toujours conformes à l'esprit de la démocratie. Voilà où nous en sommes. Est-ce que ce tableau est à peu près celui à lequel on est confronté aujourd'hui ? Disons que on a rarement autant parlé du Conseil constitutionnel et rarement autant critiqué le Conseil constitutionnel que ces 2-3 dernières années. Il y a eu plusieurs épisodes marquants. Alors, on peut remonter un peu plus loin jusqu'à l'affaire Cédric Herroux. Souvenez-vous, oui. Ce passeur de migrants dont le Conseil constitutionnel avait, je vais très très vite, mais effectivement avait permis le passage et surtout en fait l'hébergement des migrants en situation clandestine. Mais je pense à d'autres décisions du Conseil constitutionnel qui ont été favorables aux étrangers en situation régulière en leur offrant l'aide juridictionnelle, quand bien même ils seraient entrés sur le sol français en situation irrégulière. Et puis bien sûr, il y a eu la nomination du président du Conseil constitutionnel actuel, monsieur Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale et surtout compagnon de la première heure d'Emmanuel Macron, ce qui repose en permanence la question de la légitimité, de l'impartialité plutôt, de cette institution. Donc oui, le Conseil constitutionnel est décidément un sujet d'actualité. Il le sera d'autant plus à partir de 2027, je pense. Alors, on peut être ami du président de la République, entre guillemets, et avoir les compétences et la légitimité pour présider le Conseil constitutionnel. Je fais allusion à Robert Badinter. Avec Roland Dumas, c'est moins évident. On est déjà dans vous savez, François Mitterrand disait, pour le droit, je consulte Robert Badinter, et pour le tordu, je consulte Roland Dumas. Et il le nomme au Conseil constitutionnel. Donc, tout ça est assez paradoxal. Est-ce que on peut considérer que l'évolution des prérogatives du Conseil constitutionnel aujourd'hui sont très éloignées de celles qu'elles étaient en 1958 ? Pouvez-vous nous rappeler, Maître, oui. Le Conseil constitutionnel tel qu'il est en 58, il a quoi comme marge de pouvoir ? Alors, un peu d'histoire, mais je pense que je peux développer un petit peu sur ce point. Très important que pour qu'on puisse comparer, savoir d'où ça vient. Déjà, peut-être expliquer ce que c'est, parce qu'on parle d'un conseil. Je pense qu'une partie importante des Français ignore les prérogatives très importantes de ce conseil. J'en cite une, c'est la plus importante. Le Conseil constitutionnel a la capacité d'annuler une loi, quand bien même celle-ci serait-elle votée par l'unanimité du Parlement, c'est-à-dire de la priver d'effet s'il considère, Conseil constitutionnel, que cette loi est contraire à une ou plusieurs dispositions de la Constitution et des textes constitutionnels. Ça, c'est le cadre. C'est un tribunal. On va rappeler simplement, il y a 3 tribunaux suprêmes en France. Conseil d'État sur l'administratif. Le Conseil d'État, c'est le sommet de l'ordre administratif. La Cour de cassation judiciaire. Voilà. Et effectivement, alors là, ce n'est pas une juridiction de dernière instance, une juridiction de premier et dernier ressort, si tant est qu'on l'appelle juridiction. Effectivement, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a une autre juridiction qu'on appelle le tribunal des conflits qui arbitre entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Comme ça, le tableau, il est clair. Maintenant, sur le Conseil constitutionnel, lui, il s'intéresse à la constitutionnalité des lois. Et alors, tout à l'heure, vous parliez d'historique. Je pense qu'effectivement, c'est important de comprendre pourquoi. D'où sort ce Conseil constitutionnel ? Quelles sont ses prérogatives en 58 ? Alors, en 1958, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un élément nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de conseil constitutionnel. Avant 1958, il y avait, si vraiment je vais être tout à fait complet, un comité constitutionnel de 1946 tout à fait, à 1958, mais qui n'a ouvert la bouche qu'une seule fois et dont les compétences étaient en réalité assez restreintes. Mais je passe cet épisode, mais je veux être complet. À partir de 1958, le général de Gaulle, sous l'impulsion décisive de Michel Debré, quand on regarde l'élaboration, les travaux relatifs à l'élaboration de la Constitution de la V République, c'est très clair, c'est Michel Debré qui insiste le plus pour la création de ce Conseil. Pourquoi ? Et c'est là où ça nous paraît très éloigné. Le Conseil constitutionnel était conçu, selon le mot de Michel Debré, comme un fusil braqué par l'exécutif contre le Parlement. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel était une garantie pour que l'on ne retombe pas dans la 4ème République. La 4ème République, c'était l'ultra-parlementarisme. Je caricature. Le Conseil constitutionnel est là précisément pour faire en sorte que le parlementarisme ne sorte pas de son lit. En un sens, que le Parlement ne ne légifère pas sur des questions qui concerne les pouvoirs du gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire. Vous savez, il y a 2 articles dans notre Constitution, l'article 34 qui définit les pouvoirs de la loi, et l'article 37 qui nous dit que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir... de l'exécutif. Exactement, de l'exécutif. Donc, au départ, le rôle du Conseil constitutionnel, je le redis, c'est la citation de Michel Debré, c'est un fusil braqué de l'exécutif sur le Parlement. Au cas où il se comporte très mal. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel rend assez peu de décisions jusqu'à la fameuse décision de 1971. Et le Conseil constitutionnel, je précise aussi une deuxième attribution, est le juge de l'élection parlementaire. C'est-à-dire que c'est devant lui que sont soumis les recours relatifs à une éventuelle irrégularité à l'occasion d'un scrutin. Et il valide le président de la République également et l'élection des députés. Et alors, c'est pas il valide, mais effectivement, il prononce les résultats de l'élection présidentielle, et effectivement il vérifie avant les parrainages, etc. Et les comptes. Et il vérifie bien sûr les comptes. Il peut annuler une élection. Il peut même faire passer de manière frauduleuse, comme Roland Dumas l'a fait, s'agissant des comptes de Jacques Chirac, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous voulez, le tableau est donc le suivant, c'est-à-dire il est à la fois juge de l'élection et il est juge de la conformité des lois à la Constitution. Qui peut le saisir en 58 ? Alors, en 1958, seules 3 autorités ont cette capacité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc vous voyez bien que pour l'opposition, surtout que le président de l'Assemblée nationale, il est de la même couleur que la majorité, l'opposition a très peu de moyens en réalité de se servir du Conseil constitutionnel pour annuler une loi. Donc c'est un outil qui, je ne veux pas dire qui est au service de l'exécutif, ce serait tout à fait caricatural, mais qui en tout cas n'est pas au service du Parlement. Et d'ailleurs, le général de Gaulle place un de ses proches, et c'est systématiquement de la même couleur que le président de la République. Je me souviens de Roger Frey. Alors Roger Frey est arrivé un petit peu avant, mais effectivement, Roger Frey était un gaulliste, tout à fait. Il y a eu avant Gaston Poniatowski, qui était un proche du général de Gaulle, etc. Et donc, le Conseil... Palevski, je crois. Palevski, pardon, excusez-moi. J'ai dit Poniatowski. Oui, Poniatowski, c'est Giscard, c'est après. Gaston Palevski, tout à fait. Et le Conseil constitutionnel de 1958 jusqu'à 1971 rend assez peu de décisions au fond et se contente, et ça c'est important, de ne vérifier que la conformité de la loi votée par le Parlement à la Constitution de 1958. C'est-à-dire, le texte fondamental, le texte le plus important, si vous voulez, c'est la loi des lois, comme on l'appelle, notre Constitution, de 89 articles. Et c'est tout. Tout cela va changer. Mais rien que le texte. Mais absolument rien que le texte. Et tous les auditeurs, tous les Français peuvent aller lire, et je leur conseille de lire ce texte qui est assez court et qui est assez bien rédigé et assez clair, sur lequel l'interprétation n'est pas excessive, et vous voyez bien jusque-là, il fonctionne normalement et on le consulte de temps en temps. Et en 1971, tout d'un coup, révolution, le Conseil décide d'élargir ses prérogatives. Tout à fait. À l'article 1er de la Déclaration. Alors c'est plus que ça encore. À partir de 1971, donc à partir d'une décision dite du 16 juillet 1971, liberté d'association. Sous la présidence de Georges Pompidou. Sous la présidence de Georges Pompidou. Jacques Chaban-Delmas étant Premier ministre. Absolument. Le Conseil constitutionnel considère que est constitutionnel. Non pas simplement à valeur constitutionnelle, non pas simplement le texte de 89 articles, mais le préambule de la Constitution. Et le préambule de la Constitution de 1958 fait référence au préambule de la Constitution de 1946, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, etc. Et là, si vous voulez, on bascule dans autre chose. Pourquoi ? Et je pense que ça, c'est très important de comprendre parce que c'est le basculement fondamental. Ces textes sont des textes
des sens plus philosophiques que juridiques. Et moraux. Oui, et moraux, si vous voulez. On en arrive là, à un moment donné. Ce sont de grandes proclamations. Ce ne sont pas des textes qui sont là pour arbitrer les pouvoirs des différentes institutions, ce qui est l'essence de la Constitution de 89, c'est-à-dire pouvoir du Parlement, pouvoir du président, les juges, etc. Le préambule de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont des textes qui sont des proclamations vagues, généreuses, mais qui ne peuvent pas avoir une application directe et concrète. Le Conseil constitutionnel peut se prévaloir de cette phrase « Les hommes naissent libres et égaux en droit » pour juger de la validité d'une loi en 2026 du Parlement français. C'est hallucinant. Et bien sûr, au nom d'ailleurs d'un principe qu'il dégage la valeur constitutionnelle, le principe d'égalité. La difficulté, c'est que ce principe, ces différents principes qui sortent du chapeau du Conseil constitutionnel sur la base de l'interprétation de ces textes, ont fait floraison. Et la dimension est évidemment politique. Donc en fait, c'est même pas on va donner au juge, c'est le juge s'est approprié des textes dont la subjectivité est si puissante qu'il est devenu à partir de cet instant une institution véritablement politique. Vous voyez ? Et c'est ça ce que je pense, moi c'est ce que j'essaye de dire, c'est que on dit souvent que le problème du Conseil constitutionnel, et c'est un problème, qu'il est composé de politiques, à majorité de politiques, qu'il est nommé par des politiques, etc. C'est un sujet. Mais ce sujet occulte l'autre. Et l'autre, c'est bien la dimension matérielle des textes que le Conseil constitutionnel a sous sa compétence. C'est-à-dire le préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en 2005, la Charte de l'environnement. Bien sûr. Qui est aussi une proclamation généreuse, mais vague, et qu'il faut nécessairement interpréter. Et cette interprétation, elle devient, au fil du temps et des décisions, politique. Voilà, le point est fait sur cette première étape. Nous avons posé, Maître Pierre Gentillet a posé le cadre dans lequel le Conseil constitutionnel peut agir. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso attend votre appel. Vous n'êtes peut-être pas concerné directement, mais si, parce que les décisions du Conseil constitutionnel ont une incidence sur le droit de ce pays, sur la vie politique, sur la vie sociale, et peut-être pouvez-vous considérer vous aussi que quelquefois, dans certaines situations, le Conseil constitutionnel a outrepassé peut-être les prérogatives qui devraient être démocratiquement, légitimement les siennes. Et Pierre Gentillet répondra à vos questions ou participera à un échange si vous avez un avis à donner. Et surtout, n'hésitez pas, sur Sud Radio, nous parlons vrai, et nous attendons votre avis et votre appel au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h20 et nous parlons avec Maître Pierre Gentillet, avocat spécialiste de questions constitutionnelles et institutionnelles, des prérogatives du Conseil constitutionnel. Pendant ce premier quart d'heure, merci Maître d'avoir fait ce décryptage, cette explication, recadrer ce qu'était le Conseil constitutionnel à sa naissance, à sa création en octobre 1958, lorsque la Constitution a été promulguée et approuvée par référendum par le général de Gaulle. On a vu qu'il a élargi ses pouvoirs en 1971 en intégrant le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui lui donne un champ d'action. On passe de l'hélicoptère à l'avion à réaction au niveau d'extension de ses pouvoirs. Et là, je voudrais voir avec vous concrètement quels sont les cas depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années où on peut considérer que le Conseil constitutionnel s'est octroyé un pouvoir ou a pris une décision qui n'est peut-être pas conforme à la volonté démocratique du peuple français. Mais là, la question d'emblée que vous posez, c'est la question de savoir qui est souverain en démocratie. C'est-à-dire que si demain, et le Conseil constitutionnel pose par lui-même et par sa compétence cette question. Si demain une loi est votée à l'unanimité des parlementaires qui, je vous rappelle, sont détenteurs d'une partie de la souveraineté. Je vous pose une question très concrète. Demain, le Parlement de la République française, Sénat et Assemblée nationale réunis, décident de modifier le droit du sol. Je ne veux pas dire de l'abroger, mais de le modifier. C'est par congrès, attention, c'est différent. Mais on va dire Assemblée nationale. Oui, nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. On modifie. C'était un peu l'idée de Bruno Retailleau quand il a parlé d'état de droit, faut le repenser. Oui. Est-ce qu'on peut repenser le droit du sol de façon à ce qu'il soit plus conforme à l'attente des Français, aux besoins de la République? Qu'est-ce que peut faire le Conseil constitutionnel dans ce cas-là? Ou est-ce que cette loi est-elle envisageable depuis la disposition voulue par Robert Badinter quand il était président du Conseil constitutionnel? Alors en effet, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Si demain, une majorité à l'Assemblée nationale... Écrasante, même à l'unanimité si vous voulez, décidait de voter une loi, par exemple, pour abroger le droit du sol,
il y a toutes les chances pour que le Conseil constitutionnel censure cette loi et qu'elle ne passe pas. Puisque on parlait des grandes décisions du Conseil constitutionnel, j'ai évoqué la décision de 71, il y en a une autre, celle de 1993. Souvenez-vous, à l'époque, c'est Charles Pasqua qui décide, et la droite RPR qui est au pouvoir. Il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur, effectivement, de légiférer de manière assez énergique sur les questions migratoires. Et le Conseil constitutionnel, qui est présidé à l'époque par un proche de François Mitterrand, Robert Badinter, décide au nom, non pas de la Constitution de 1958, mais du préambule de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme, un des deux textes. En tout cas, de la disposition de 71, c'est la première fois qu'il l'utilise. De censurer la loi Pasqua. Et il y a un ensemble de principes qui ont été posés effectivement ce jour-là, qui, même pas seulement me font dire, mais qui font dire en fait à tous les juristes attentifs, qu'aujourd'hui, la suppression du droit du sol n'est pas possible par une simple loi. Ou alors, elle est très fortement improbable du fait d'une censure du Conseil constitutionnel. Donc voilà typiquement la question qui est posée de savoir qui est souverain. Est-ce que ce qui est souverain, c'est les représentants du peuple français, national, ou alors effectivement des juges qui sont censés appliquer un ensemble normatif abstrait, mais qu'ils interprètent à leur volonté. Maître Gentillet, quel serait le biais institutionnel par lequel, si le peuple français souverain décide de modifier ce droit du sol, il faut passer par quelle procédure légale ? Il y en a une, et c'est la seule, c'est le référendum. Alors, au nom de l'article 11 ? Il y a deux voies possibles. La voie de l'article 89 est assurément la plus complexe, puisque le référendum n'est pas direct. Il faut passer d'abord par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et enfin un référendum. Ou alors vous réunissez le Congrès, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. L'autre, qui est le sujet, c'est l'usage de l'article 11. L'article 11 de la Constitution permet au président de la République de soumettre tout projet de loi, avec un certain nombre de domaines limités, auxquels n'est pas référencée l'immigration, à référendum. Et donc, effectivement, la question qui va se poser, c'est que si demain, admettons effectivement, cette loi est censurée au Parlement, le président de la République décide de passer par un référendum, article 11. Le Conseil constitutionnel n'a pas la compétence pour s'opposer à un référendum qui a déjà été prononcé. C'est sûr, ça. Certain. En revanche, le Conseil constitutionnel, c'est technique, mais peut s'opposer au décret de convocation des électeurs au référendum. Oh. C'est une jurisprudence de 2000, c'est la jurisprudence du début des années 2000, la jurisprudence Hochmeier pour son nom. Et dans cette jurisprudence, sur laquelle je ne vais pas me faire lancer dans un grand développement... On le voit mal se risquer à cette hypothèse. Le Conseil constitutionnel a laissé dire, mais je prends des grands guillemets, a laissé dire qu'il pourrait effectivement censurer un décret de convocation au référendum. Alors, si demain, faisons le cas pratique, le Conseil constitutionnel était saisi sur un décret de convocation, sur un référendum portant suppression du droit du sol, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le Conseil constitutionnel censure ce décret. Et là, effectivement, s'ouvre un grand moment, une grande béance dans notre droit, un grand vide normatif que la Constitution n'a pas prévu. C'est que se passe-t-il ? Eh bien là, il y a deux possibilités. La première, c'est que le président de la République décide de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel et le référendum est enterré. Ouais. Ou alors, il décide d'aller outre la décision du Conseil constitutionnel. Et alors là, il y a 2-3 semaines de débats qui vont être assez agités sur le plan politique, médiatique. Mais par contre, une fois que le référendum est passé, dans l'hypothèse où ce référendum rendrait raison au président de la République, alors le Conseil constitutionnel, et ça c'est une jurisprudence de 1962, n'a pas la compétence pour s'opposer à la décision souveraine du peuple français. Voilà, encore heureux. Oui. Encore heureux. Mais il faut le préciser. Que faudrait-il pour qu'un nouvel exécutif, président de la République, gouvernement, et puis ensuite pouvoir législatif, le Parlement, décide d'annuler cette disposition de 1971, octroyant au Conseil constitutionnel la possibilité de prendre ces décisions en vertu du préambule de la Constitution. Est-ce qu'on peut revenir à 1970 ? Mais vous savez, techniquement, ça se passerait comment ? Vous savez, je veux quand même rappeler une chose, le droit, c'est ce que les hommes décident d'en faire. Bien sûr, oui. Bon, alors parfois il y a des dérives, on l'a vu, c'est la dérive de 71. Si demain, on veut l'annuler, on veut effectivement revenir sur cette décision qui, je le rappelle pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, permet au Conseil constitutionnel
de censurer une loi au nom non pas de la Constitution, mais de principes philosophiques assez flous, assez vagues, assez peu juridiques, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. C'est open bar, là. Alors, c'est très simple. Il suffit simplement pour le Congrès ou simplement par référendum de décider une modification de la Constitution. Et à l'article 61, qui prévoit la compétence du Conseil constitutionnel, vous avez simplement à rajouter, il est dit, le Conseil constitutionnel vérifie de la conformité des lois à la Constitution. Oui. Point. Vous rajoutez 2 mots, de 1958. Voilà. Ou vous, si vraiment vous voulez aller plus loin, à l'exception de son préambule. Et vous chassez tout ce qui était dans cette dimension, c'est-à-dire tout le préambule, le préambule de 1946 auquel il est fait référence, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Et donc vous restez sur les 89 articles, et donc on reste sur des éléments qui sont, tout n'est jamais totalement objectif, mais tout de même moins subjectif que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui est déjà très bien. Décrivez-nous ce qui s'est passé au moment de la loi sur l'immigration. Comment on a l'impression que c'est l'Élysée qui a appelé. Le président de la République avait dit, de toutes les manières, il y a des chances que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, on n'a aucune preuve qu'il y ait eu des coups de téléphone. Mais le président de la République, s'il est copain avec le président du Conseil constitutionnel, peut lui dire, rends-moi service, ça va passer au Parlement, mais invalide-moi cette loi. Alors, c'est pas inenvisageable. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, au moment, effectivement, cette loi sur l'immigration, donc c'était en 2024, si ma mémoire est bonne, le Conseil constitutionnel avait considéré, alors c'est une expression, encore une fois, un peu technique, que un grand nombre de dispositions de la loi, pour lutter contre l'immigration illégale, etc., étaient contraires, non pas contraires à la Constitution, mais constituaient ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des éléments, désolé, c'est très technique, éléments qui étaient hors sujet, c'est-à-dire des éléments qui avaient été rajoutés par le parlementaire par voie d'amendement. Tout le terme de cavalier, il a sauté par-dessus la barrière, il est venu ce matin, il a rien fait. Par rapport au texte initial. Sauf qu'encore une fois, là, je me souviens, j'avais commenté, et d'ailleurs je crois chez vous, d'ailleurs cette décision, le Conseil constitutionnel a fait ici une interprétation tout à fait extensive d'une appréciation, alors que normalement, ce doit être apprécié de manière très large, c'est même indiqué dans la Constitution, le parlementaire peut ajouter tout amendement avec un lien, même indirect, avec le texte original. Donc voilà, donc là le Conseil constitutionnel effectivement a privé des faits une grande partie de cette loi immigration, mais vous savez, le Conseil constitutionnel, il y a un dernier élément qui change aussi, et ça je l'ai pas dit par rapport à 1958, c'est que le Conseil constitutionnel, il était toujours saisi, et ça c'est très important, j'ai oublié de le dire, avant l'entrée en vigueur d'une loi. C'est-à-dire juste après le vote, mais avant la promulgation par le président de la République. Depuis 2008, grâce ou à cause de Nicolas Sarkozy, tout dépend comment on l'entend, le Conseil constitutionnel, par ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, peut, à l'occasion d'un litige en cours, être interrogé... La QPC. Exactement, la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, peut être interrogé sur une loi qui est déjà en vigueur et vérifier si elle est conforme à la Constitution. Et si elle n'est pas conforme, il peut la censurer. Un exemple qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'affaire Cédric Herrou, c'est-à-dire ce passeur de migrants qui était sanctionné par une loi qui effectivement interdisait de porter assistance à des personnes en situation irrégulière. Cette loi a été jugée contraire à la Constitution, car contraire au principe de fraternité. Maître Pierre Gentil, on y revient dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300. C'est un sujet peut-être précis, ardu, mais en même temps très clair à comprendre, et qui nous concerne tous, puisque c'est la vie de notre démocratie, c'est le rôle de nos institutions, c'est les capacités par le pouvoir exécutif et législatif de représenter la volonté du peuple français, et de savoir est-ce qu'il y a une institution qui a le droit de dire, moi j'ai pas envie, finalement on le fait pas. À tout de suite, vous restez sur Sud Radio. Nicolas Gasse. Vous êtes bien sûr Sud Radio, il est 13h34, donc la parole est à ceux qui nous écoutent, elle est toujours à ceux qui nous écoutent, mais plus particulièrement à 13h30, parce que vous avez suivi mon échange avec Maître Pierre Gentillet, spécialiste de questions institutionnelles et constitutionnelles. Nous débattons des pouvoirs et des prérogatives du Conseil constitutionnel actuel, et nous voulons savoir si ces décisions sont toujours conformes à la volonté du peuple français et aux réalités démocratiques. Nous sommes en ligne avec Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon, vous êtes plutôt satisfait du rôle du Conseil constitutionnel et des restantes décisions qu'il aurait prises, si je comprends bien. C'est tout à fait ça, et la seule chose que je dirais, c'est peut-être les membres du Conseil constitutionnel qui sont peut-être à revoir. C'est-à-dire que systématiquement, on y met des gens qui
qui sont des anciens ministres, des anciens... et moi, ça me gêne un peu parce que, justement, c'est là où, parfois, selon la couleur politique, les décisions sont prises, alors qu'à l'inverse, il devrait y avoir une totale neutralité. Bien sûr. Bon, Maître Pierre Gentillet, ce que nous dit Pierre de Toulouse, c'est que l'institution en elle-même, elle n'a pas de défaut, elle est ce qu'elle est. Par contre, elle est composée par des personnalités politiques nommées par des personnalités politiques, que sont le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et il nomme des militants, quelque part, d'une certaine façon. Et ça peut peut-être venir de là, le problème de la déviance. J'entends ce qui est dit, hein, et effectivement, c'est une critique qui revient assez fréquemment sur la composition du Conseil constitutionnel, et si vous allez regarder aujourd'hui les membres du Conseil constitutionnel, vous y verrez une majorité relative, pas absolue, une majorité tout de même. Vous avez Alain Juppé, vous avez l'actuel président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, vous avez Monsieur Mézard, si je ne dis pas de bêtises, qui était ancien sénateur, Madame Gouraud, ancienne sénatrice, Jacqueline Gouraud. Bon, donc vous avez effectivement une composition relativement même assez importante, de façon assez importante, politique. Pour autant, votre auditeur disait tout à l'heure que ça permettrait d'amener de la neutralité. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Je pense que la neutralité n'est pas possible dès lors que les textes qui sont sous la compétence du Conseil constitutionnel, je le rappelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 1946, sont des textes qui ne sont pas neutres. Ce sont des textes dont la teneur politique est évidente et qui obligent le Conseil constitutionnel, quand bien même il serait composé de juristes, 100% juristes, oui, à faire de la politique. Encore une fois, j'insiste. Donc pour vous, c'est structurel. Le point le plus important, absolument. Le point le plus important, c'est celui-ci. Ce ne sont pas tant les hommes que les textes qui sont sous sa compétence. Pierre, est-ce que les récentes décisions du Conseil constitutionnel vous ont toujours satisfaites ou vous les avez conformes à la volonté du peuple, vous les avez considérées conformes à la volonté du peuple français ? Disons que j'ai souvent remarqué qu'elles avaient justement, je le disais, une couleur politique en fonction des gens qui prenaient des décisions et de ceux qui avaient été nommés. Et je dirais que forcément, le Conseil constitutionnel reste quand même du droit, mais il n'y a pas de neutralité dans le droit. Donc forcément qu'il y a à un moment donné une tendance politique. Bon, là on est sur une constitution de 58. La constitution de 58, on sait très bien, c'est donc le général de Gaulle, et il est évident qu'on a une couleur politique qui est qui retransmet, enfin, on le sent bien. Donc moi, pour moi, considérer que l'on peut que l'on peut créer des lois qui soient totalement neutres, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Vous avez raison, Pierre, et on peut même considérer que la Constitution de 1958 restreint les pouvoirs de la représentation nationale, notamment de l'Assemblée nationale, par rapport à la 4e et la 3e République, et en plus, par mesure de précaution, comme l'a indiqué tout à l'heure Pierre Gentillet, Michel Debré dit on va quand même, en plus un organisme de contrôle qui sera braqué sur le Parlement au cas où celui-là irait trop loin. C'est un peu ce qui s'est passé, Pierre Gentillet. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors ensuite, je voudrais quand même rajouter revenir sur cette question de la neutralité, c'est très important. Ce que dit votre auditeur Pierre, il tient à cette neutralité. Et il dit, mais attention, s'ils sont des militants politiques, forcément la neutralité est altérée. Mais ça, je suis d'accord. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et d'ailleurs, même quand il dit que le droit n'est pas neutre. Et d'ailleurs, vous savez, qu'est-ce que c'est une loi au départ ? Une loi, donc c'est du droit. Oui. Une loi au départ, c'est un débat au Parlement. Oui. Donc c'est une question essentiellement politique. Donc le lien entre la politique et le droit, c'est évident. Mais on a vu des verdicts politiques dans l'histoire assez régulièrement. Oui, bien sûr, mais simplement, justement, le propre du droit, c'est d'arriver à essayer de neutraliser autant que possible, à objectiver. Oui. Ce qui au départ était essentiellement subjectif. C'est-à-dire qu'on arrive sur une décision, ou d'autres, certains diraient, sur un compromis, et on le fige. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, au départ, c'était un grand débat. Aujourd'hui, en fait, c'est devenu une pierre angulaire de notre droit, en tout cas pour beaucoup. Bon, moi, ce que je dis simplement, c'est que, bien sûr qu'on ne peut pas arriver à la totale neutralité, et d'ailleurs, à l'origine, les choses ne sont pas neutres. Pour autant, il y a une échelle de mesures. C'est-à-dire que entre le texte de la Constitution qui nous dit le président de la République est élu pour 5 ans, et je crois que c'est l'article 5 ou 6, je ne veux pas dire de bêtises, et de l'autre côté, l'article je ne sais pas quoi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou même l'article le plus connu, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, vous conviendrez que entre ces deux règles, il y en a une dont la marge d'interprétation, et d'ailleurs on le voit avec la façon dont le Conseil constitutionnel utilise le principe dit d'égalité,
On voit que là, il y a une très forte subjectivité. On va du simple constat administratif et légal à une interprétation, j'allais dire, idéologique d'une disposition légale. Le but du droit, encore une fois, il ne peut pas l'atteindre, mais c'est son but. Le but du droit, c'est d'objectiver au maximum la règle. D'accord ? Sur le pour cas Hainaut, je suis éviter désolé, l'arbitraire, pour éviter... Maître, sur le cas Hainaut, c'était le résultat d'un tribunal. La conséquence fut celle, c'est comme si c'était des juges qui s'étaient prononcés sur le fait que... Sur le cas, pardon ? Hérault, celui qui est la personne qui passait des... Héroux, je l'avais pas entendu. Sur le cas. Là, typiquement, excellent exemple. C'est-à-dire qu'en 2018, le Conseil constitutionnel a censuré la loi qui interdisait effectivement, et par exemple ici à ce passeur de migrants, d'héberger des personnes en situation irrégulière au nom du principe de fraternité. Et le principe de fraternité, je vais donner un exemple très simple à notre auditeur. Le principe de fraternité, ici, le Conseil constitutionnel nous dit, il y a un principe de fraternité à valeur constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que le mot fraternité est dans la devise, et il se retrouve, à raison de 2 ou 3 occurrences, dans le texte de la Constitution. Premier élément, que je trouve assez fou, parce que du coup, on va inventer un principe de fraternité. On pourrait inventer plein d'autres principes à partir de plein d'autres mots dans la Constitution. Deuxièmement, on considère que ce principe de fraternité ici va censurer la loi qui sanctionne le passeur de migrants parce qu'il héberge des personnes en situation irrégulière. Et pardonnez-moi, le principe de fraternité, même dans le sens latin, frater. Frater, ça veut dire le frère, ceux qui appartiennent à la même fratrie, pas à l'universalisme, pas à l'humanisme, pas à quelque chose qui dépasse la communauté nationale, qui par ailleurs, fraternité, si on termine le cours de droit jusqu'au bout, la fraternité, c'est la devise, c'est dans la devise nationale, donc c'est la fraternité dans les membres de la même nation. Donc vous voyez bien ici toute la partialité et la subjectivité. En l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est comporté en tribunal, il a donné un jugement. Nous avons Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour Eric. Bonjour. Non, mais j'écoute votre émission et l'exposé de Maître Pierre Gentillet qui est absolument remarquable, très clair et très pédagogue. Bon, moi personnellement, je voulais faire apporter 2 petites observations personnelles. Sur la nomination, je n'ai aucun problème. Qu'on nomme des politiques ne me choque pas en soi, ça a toujours été cela. Et je pense que c'est nécessaire. Et ils ont une certaine expérience qui sortent de l'administratif et du juridique et ils peuvent apporter une vision humaine qui est bonne. En revanche, pour moi, le véritable problème, c'est la décision de 1971. Eh oui. Qui élargit d'une manière considérable. Et quand on donne aux juristes ou aux pseudo-juristes, enfin bon, je n'en sais rien, la possibilité d'interpréter les textes, ils s'en donnent généralement à cœur joie. Oui, ils s'en privent pas. C'est presque l'ADN de leur métier et de leur formation. Donc, je leur jetterai pas la pierre, mais l'erreur a été cela, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Maître Pierre Gentillet en disant qu'on pouvait, dans la Constitution, dans l'article 61 dont il parlait, la possibilité de revoir cela en y mettant donc des limites et en revenant sur cette décision, je serais assez partisan de cela, mais je pense que il y aurait un sacré tohu-bohu pour celui qui oserait présenter cette mesure. Alors il faudrait beaucoup de courage, sans doute une majorité absolue à l'Assemblée nationale et sans doute beaucoup de détermination de la classe politique pour revoir cela. Mais je pense que c'est la bonne solution, la bonne voie. Et peut-être même un référendum, Eric, parce qu'il n'est pas sûr que sur la voie parlementaire... Peut-être même un référendum. Mais voilà. Maître Gentillet, je vous écoute. Alors, 2 remarques en fonction des 2 remarques qui ont été avancées par votre auditeur. La première, c'est sur effectivement la composition du Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'effectivement, c'était pas un problème majeur. Je vais même aller plus loin. On critique souvent le fait que les présidents de la République, les anciens présidents de la République, puissent siéger au Conseil constitutionnel. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi, et je continue encore à y réfléchir, et alors je sais que c'est à rebrousse-poil de tout le monde, mais je suis plutôt favorable au fait que les présidents de la République puissent siéger. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce qu'on dit assez souvent, oui, ça va politiser encore plus l'institution. Vous savez ce que j'en pense, vous savez que c'est pas de sujet majeur. Mais je pense surtout que on dit à tort que le Conseil constitutionnel, le général de Gaulle a donné aux anciens présidents de la République la possibilité de siéger, et notamment au fameux René Coty, et soi-disant ce serait une manière pour lui d'éviter qu'il soit dans le besoin. Bon, René Coty avait une carrière de député ou de sénateur, de parlementaire, il était largement à l'abri du besoin, ça ne tient pas une seule seconde. Je pense en revanche que le général de Gaulle a une très bonne lecture de notre Constitution, en ce sens que le président de la République
est quand même le garant, ou certains diraient le gardien de la Constitution, et donc des institutions. Ce faisant, pendant 7 ans, puis aujourd'hui 5 ans, il a pratiqué ces institutions. Et il avait pour mission de les garder, de les maintenir, tout en étant bien sûr un acteur politique. Il les connaît de l'intérieur. Bien sûr, il les connaît de l'intérieur. Et dans la vision du général de Gaulle, le président de la République, attention, il est au-dessus des partis. Ce n'est pas un chef de parti. Il a même plus normalement de couleur politique. Donc le fait qu'il siège, qu'il y ait un ancien président de la République, des anciens présidents de la République qui siègent au Conseil constitutionnel, ne me paraît pas complètement fou et ne me choque pas. On continue la conversation avec Maître Pierre Gentillet. Éric, vous restez avec nous, on va poursuivre la conversation dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est un sujet qui peut vous toucher, qui peut vous intéresser, ou vous avez peut-être besoin au contraire de lumière et de précision sur ces enjeux constitutionnels. N'hésitez pas à nous appeler. Emmanuel Galasso attend votre appel. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h49, un dernier quart d'heure sur le sujet du Conseil constitutionnel qui, même s'il est un petit peu ardu et précis, nous passionne. Et je suis évidemment avec un spécialiste, avocat Pierre Gentillet, qui connaît comme sa poche notre Constitution et parle de cette institution avec un certain franc-parler, parce que des problèmes ont été soulevés sur le fait est-ce que le Conseil constitutionnel respecte la volonté démocratique et la souveraineté du peuple français. Est-ce que c'est son rôle ? Est-ce que c'est son rôle ? Voilà. Nous avons Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Perico, alors bonjour Maître Gentillet. Vous êtes catégorique, Jean-Paul, vous pensez qu'on pourrait se passer du Conseil constitutionnel ? Ah ben non seulement on peut s'en passer, mais il faudrait que l'on s'en passe, parce que quand j'ai entendu Maître Gentillet tout à l'heure parler des super pouvoirs que s'est octroyé le Conseil constitutionnel en 1971, j'ai fait un bond quand j'ai entendu ça. Et quand j'entends aussi que tous les anciens présidents de la République veulent faire partie du Conseil constitutionnel, plus tout un tas d'hommes politiques, tous dans le besoin. Quand on gagne 30 000 ou 50 000 euros par mois, on est dans le besoin, c'est clair. Donc c'est une honte vis-à-vis des Français. Cette institution, on doit la supprimer. Ça fera des économies. Et on empêchera de nuire un certain nombre de personnes à la France et aux Français, parce qu'en fait, ces gens-là sont nuisibles, fondamentalement nuisibles. Jean-Paul, j'en discutais avec Pierre Gentillet hors antenne, il me citait les cas des démocraties qui n'ont pas de Conseil constitutionnel. La Grande-Bretagne et la Suisse, qui sont irréprochables, n'ont pas de Conseil constitutionnel. Maître Pierre Gentillet, voilà. Jean-Paul suggère la suppression du Conseil constitutionnel. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord ? Deux, est-ce que c'est envisageable ? Alors, envisageable. Ici, c'est le parlons vrai, hein. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Je vais vous le dire, mais l'avantage c'est que je peux développer, donc je vais vous le dire en développant. Je veux déjà rappeler en préambule que nous avons vécu pendant longtemps sans Conseil constitutionnel. Je l'ai rappelé tout à l'heure, la Troisième République, elle a duré plus de 70 ans. Bon, c'était pas une affreuse dictature, hein, donc on a bien eu des régimes, et même la Quatrième République n'avait pas vraiment de Conseil constitutionnel, c'était un comité constitutionnel. Bref, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que je suis favorable à la suppression du Conseil constitutionnel ? J'ai pas encore tranché. Moi, j'aurais tendance à dire que le Conseil constitutionnel peut conserver une utilité, déjà en tant que juge de l'élection, parce qu'on oublie, il y a aussi cette mission-là. Et aussi, malgré tout, mais je n'ai pas encore tranché complètement, sur une forme de contrôle de constitutionnalité, mais un contrôle de constitutionnalité qui pourrait être effectivement restreint, et déjà restreint dans son périmètre, c'est-à-dire on oublie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça c'est très très clair, et peut-être qu'effectivement les modalités de saisine pourraient être restreintes, et enfin, moi c'est ce que je pense, ça c'est des modèles qui ont été imaginés par de grands juristes, des cas où, par exemple, vous voyez, on peut tout faire avec le droit, admettons qu'une décision du Conseil constitutionnel ne nous satisfait pas, et bien qu'il y ait la possibilité là-dessus d'un référendum d'initiative citoyenne, ou même que le Parlement puisse se prononcer derrière avec une majorité plus importante et emporte la décision sur le Conseil constitutionnel. On peut imaginer des modèles. Donc je suis pas, pour répondre à votre question, moi j'y réfléchis, hein, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là, que j'écris. Au départ, j'étais favorable à sa suppression. J'étais plutôt enclin à sa suppression. Mais plus on avance, plus j'avance dans ma réflexion, plus j'aurais tendance à dire qu'il faut le conserver, mais en tout cas certainement pas dans la version post-71. Ça, c'est certain. Donc un arbitre des élections, oui.
Et ensuite, vraiment, un contrôle maximum si un gouvernement violait vraiment la Constitution. Oui. Voilà, je pense que ça doit être une institution de dernier recours. C'est ça mon idée. Voilà. Donc, Jean-Paul, voyez, Hervé mitigé, mais j'entends votre position et au vu de ce qu'il est devenu, je comprends, Jean-Paul, qu'on puisse considérer que si ça doit fonctionner comme ça... Je le comprends tout à fait. Mieux C'est tout à fait possible. On peut discuter de tout. C'est un peu votre idée. Bien sûr. Tout à fait. Mais donc, à l'heure actuelle, où on devrait chercher des économies un petit peu partout, je pense aussi que là, ça sera un facteur d'économie, parce que je ne sais pas combien coûte ce Conseil constitutionnel, mais à mon avis, ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas quelques SMIG. Entendu. Écoutez, peut-être que des partis politiques prendront cette idée au vol. Nous avons Laurent qui nous appelle de Mérignac. Alors bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous Laurent, vous considérez qu'il faut quand même un arbitre à un moment donné? Oui, il faut un gardien du temple, parce que sinon, on voit bien la société qui se durcit, qui s'extrémise de plus en plus. S'il n'y a pas un gardien du temple et puis un juge arbitre, on va aller où, quoi? Et on l'entend bien sur l'auditeur précédent qui ne parle que des gens trop payés, etc., mais qui ne s'attache pas à la fonction et à quoi ça sert, quoi. Bien sûr. Donc on est dans une société où les gens regardent les choses en surface et pas en profondeur. Et ça c'est vraiment gênant. Donc oui, il faut que les institutions évoluent avec leur époque. Donc ça, je suis plutôt très d'accord avec l'avocat qui est avec vous. Oui, Pierre Gentillet. Voilà, j'avais oublié le nom, désolé. Mais on jette pas tout à la poubelle, parce que les institutions, c'est le socle de notre société. Et à force de tout vouloir jeter, il va rester quoi? Et on voit bien que en marchant sur nos règles et nos principes, c'est le bazar de plus en plus dans cette société. Bien reçu, message bien reçu, Laurent. Maître Pierre Gentillet, il vous reste 1 minute et demie, pas 2 heures, pour nous dire qu'il faut quand même un arbitre. Oui, non mais bien sûr qu'il faut des arbitres et qu'il faut effectivement des institutions qui soient coordonnées de telle sorte qu'il y ait une forme d'équilibre, ça c'est entendu. Mais pour autant, moi vous savez, je suis pas pour une 6e République, je suis pas pour une révolution institutionnelle. Je pense que, en tout cas moi personnellement, toute ma réflexion me conduit à dire qu'il faut revenir à l'esprit de la 5e République, à l'esprit originel tel que le voulait le général de Gaulle, et pas les partis politiques qui finalement ont eu la peau d'ailleurs du général de Gaulle en 1969. Oui. Donc je pense que finalement nos institutions, on doit les préserver, même plus encore les restaurer. Et ils ont le contrôle indirect du Conseil constitutionnel, ce que le général de Gaulle ne voulait pas. Et effectivement, avec la dérive qu'on a évoquée ici du Conseil constitutionnel. Donc effectivement, en conclusion, moi je suis plutôt pour une restauration des institutions de la 5e République avec un pouvoir exécutif fort, certes tempéré par le Parlement, mais avec par la magistrature et par les juges bien sûr, par le pouvoir judiciaire, mais en même temps que, in fine, l'équilibre de ces 3 pouvoirs ne conduise pas à la paralysie de la décision populaire. Et la décision populaire, c'est celle qui sort des urnes et celle qui sort du référendum, et elle ne doit souffrir d'aucun contre-pouvoir, car elle est la source, la légitimité, même de ces différents pouvoirs. Et ça, le président du Conseil constitutionnel ne doit pas l'oublier. La notion de peuple souverain est dans l'article 1er de la Constitution. Il est le fondement de notre démocratie et le seul garant. La souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et par référendum. Tout est dit. Merci Maître Pierre Gentillet d'avoir été avec nous. Nous avons éclairé sur ce sujet épineux du Conseil constitutionnel. Et je pense qu'il y aura d'autres occasions de vous recevoir, parce que nos institutions françaises sont souvent sujettes à polémique et on a besoin d'un décryptage. À très bientôt. Merci à vous. Quant à nous, je vous dis à lundi. Voilà, nous allons voguer vers d'autres horizons pour aimer ce pays et le visiter un peu plus. Et je vous retrouve lundi prochain. Je vous laisse avec Brigitte Lahaye, et demain, c'est André Berkoff qui prend les commandes de la France dans tous ses états pour d'autres aventures informatives. Bon week-end. Midi 14h, la France dans tous ses états.